Allô et bienvenue à Promener son chien réactif. Ici votre prof préférée, Eve, qui aujourd'hui enregistre son épisode de podcast pas dans la pièce habituelle parce que je suis en rénovation. La pièce où d'habitude j'ai mon studio est présentement occupé par un membre de la famille. Il y a du monde partout dans la maison. On est en rénovation du toit. Pour la petite histoire, lorsqu'on a acheté la maison ici, on savait que le toit était à refaire. Et aléa de la vie, hein, ça s'est fait repousser éternellement, cette affaire-là. Et là, finalement, c'est fait. Et on est dedans. Donc, on est à l'intérieur. C'est maintenant que les rénaux se font. Donc, on a commencé la semaine passée. C'était vraiment pas le fun. Il a fallu que je grimpe sur le toit pour aider mon père à recevoir la commande de Pardo. On a fini ça à la noirceur, en tout cas. Grosse affaire. Et veut pas, hein, qui dit Renault dit qu'il y a bien du va-et-vient dans la maison, il y a du bruit, on n'est pas dans nos habitudes. Preuve, j'enregistre en ce moment à côté du congélateur à viande des chiens, assise sur un coussin à chien directement à terre. Et il y a bien du bedding bedagne dans la maison. Comme on dit, il y a du monde à la messe. Et c'est pas évident, hein? C'est pas évident. Au début, les chiens prenaient leur mal en patience et là, ça fait un bout. Ils commencent à être tannés le matin, surtout, hein, c'est un petit peu difficile. Quand les ouvriers, qui sont de la famille immédiate, mon père et de la famille, quand les ouvriers commencent, ça japouille pas mal. Quand il se passe de quoi, bref, les chiens sont pas dans leurs habitudes et ils sont très bons. Je suis vraiment fière d'eux. Ils prennent leur mal en patience le plus qu'ils sont capables. J'accepte aussi qu'ils ont une limite aussi à leur capacité à prendre sur eux. Donc, ça arrive de temps en temps que ça jappe. Rina s'est mis à protéger des petites affaires en soirée. Donc, ça ici, c'est toutes des démonstrations de stress, fatigue mentale. Comme je disais, sont vraiment bons. Vous pouvez lire sur ma page Facebook, j'ai mis des astuces pour les aider, mais ça m'a donné l'idée aujourd'hui de parler de la place des émotions négatives chez nos chiens dans leur renforcement positif, parce que comme vous le savez, j'utilise pas de correction dans mon physique ou de les chicaner dans mon entraînement. On a souvent tendance à penser, hein, que ça veut dire qu'en R+, la vie de nos cocos doit être une utopie de joie et de bonne humeur 24 heures sur 24. Et il y a beaucoup de mes étudiantes qui pensent ça et qui se mettent une charge immense sur les épaules de faire en sorte que leurs chiens vivent une vie avec le moins de contrariété possible. Et je suis pas nécessairement d'accord, même si, hein, c'est peut-être un petit peu pas polémique, controversé que je dise ça. Je suis pas nécessairement d'accord que tu il me regarde avec des petits yeux de bébé. Que le fait que notre chien vive des émotions négatives n'est pas nécessairement. Oh, là, regardez ce que je dis, Rina fait un petit peu plus de protection des ressources. Elle était clairement en train de le faire, donc elle le dit à son frère, tasse-toi. Je suis pas nécessairement d'accord que on doit faire vivre des vies qui sont exemptes de tout type de stress, de contrariété, de frustration à nos chiens. Et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, je pense que cette idée-là, hein, que nos toutous doivent vivre des vies avec le moins d'émotions négatives. Quoi qu'ils viennent faire la rénovation, c'est sur le toit. Rien est en train de rénover notre cage. Le réno, c'est sur le toit. OK? T'as pas besoin de rénover ta cage. Ben oui. Couche-toi. Ben oui. Amène-le. Donc, ça vient beaucoup, hein, des infographiques qu'on peut voir sur Internet, là, comme par exemple par rapport à, s'il te plaît, par rapport à la promenade, là, on a vu,
on voit plein d'infographiques qui dit la promenade, c'est pour le chien, laissez-le sentir. Si le chien veut, il faut qu'on lui donne. Et je suis d'accord avec tous ces conseils-là. Et il y en a plein, hein, comme par exemple, moi je fais beaucoup d'entraînement pour le consentement au niveau médical de mes chiens, coupe de griffes, examen, blablabla. Bla, bla. Donc tout ça ici, j'y crois, c'est important, on veut. Mais je pense que c'est important de comprendre aussi que un de nos rôles en tant que maîtresse, en tant que maman, je suis en train de m'habituer à changer de mot, c'est aussi de préparer nos chiens aux contrariétés de la vraie vie. Et pour ça, des fois, ça veut dire qu'il va falloir qu'on accepte que nos chiens vivent un petit peu des émotions négatives une fois de temps en temps. Et j'irais sans problème jusqu'à dire que faire vivre des émotions négatives à nos chiens de manière contrôlée, c'est une façon aussi de bâtir la gestion des émotions et la résilience. Mais avant qu'on commence là-dedans, d'où est-ce que ça vient, hein, cette idée-là que nos amours, nos cocos devraient jamais avoir aucune contrariété? Comme vous le savez, en méthode d'éducation traditionnelle, là, avant, ok, dans le temps, les gens se souciaient pas tant de l'état émotionnel de leur chien, dans le sens où si le chien, fallait pas qu'il fasse quelque chose, oui, on allait essayer d'avoir, hein, sa collaboration. Puis si c'était pas possible, ben il fallait que le chien obtempère. Et ce que l'humain décidait était le dernier mot et il fallait que ça arrive. Et tous les moyens étaient bons pour ça. Donc, on utilisait avant, dans l'ancien temps, énormément de corrections, hein. Si notre chien faisait quelque chose de pas bien, comme par exemple, tout à l'heure, là, Rina était en train de, il va falloir que je replace ça, là, de faire des rénovations dans la cage. J'aurais pu prendre la cage, la brasser pour que ça fasse bien du bruit, pour que Rina arrête de faire ça. Hein? Donc, ça aurait été un moyen rapide et efficace de faire cesser ce comportement-là qui, en ce moment, était dérangeant. Et ça l'aurait occasionné du stress à Rina, hein, bien entendu. Si ça l'aurait été suffisant pour lui faire cesser le comportement de faire des rénovations dans la cabane, que je prenne les barreaux en métal et que je secoue, mais c'est parce que ça l'aurait créé un inconfort émotionnel chez Rina. Si ça ne dérangeait pas, elle aurait continué tout simplement. Et avant, on trouvait que c'était tout à fait correct, puis que c'était juste à elle à s'endurer parce que c'était de même. Le gros bon sens, si ça marche. Et aujourd'hui, parce qu'on a un peu plus de temps, parce que hein, nous, on a plus de temps à réfléchir. Les chiens sont des membres de la famille. On a arrêté de les considérer aussi comme des outils de travail et que la fin justifie les moyens. On se pose beaucoup de questions sur le bien-être du chien. C'est pas juste suffisant qu'il y ait un doigt sur la tête, de la bouffe, de l'eau. On veut aussi se demander, est-ce que nos chiens vivent des vies épanouies? Est-ce que nos chiens vivent des vies où ils se sentent en sécurité? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir un résultat similaire à ce que je veux sans avoir une relation conflictuelle avec mon chien où je vais corriger les comportements que j'aime pas, où il faut que je domine mon animal pour qu'il comprenne que c'est moi la patronne, la chef en chef des chefs. Et on est moins dans toute cette dynamique-là hiérarchique. Et on a même vu les mêmes changements chez les humains dans des domaines comme le travail, bien entendu. C'est pas parfait. Certains autres, même en éducation des enfants, il y a énormément de choses qui ont changé dans les dernières décennies. Et bien entendu, au début, il y avait énormément de rééducation à faire, comme par exemple si notre chien réagissait à un autre chien, donc il était réactif, on le chicanait pour y montrer à pas faire ça. Et le but étant qu'à un moment donné, le chien ait plus peur du chicanage qu'on allait faire
qui avait envie de réagir à l'autre chien parce que il avait peur ou il voulait aller jouer puis il pétait sa coche parce qu'il était frustré. Donc, c'était ça ici l'idée. Et on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent. Et comme je le disais, il y a eu tout un effort aussi de rééducation parce qu'on avait toute une strate de la population qui avait ces habitudes de faire ça. Donc, il a fallu qu'on déconstruise des habitudes. On était à un extrême et on voulait s'en aller ailleurs. Et une des meilleures façons, c'est bien entendu d'avoir un discours opposé afin d'essayer de ramener les gens un petit peu plus dans le milieu. Donc, de commencer à beaucoup expliquer le chien fait ça parce qu'il se sent pas bien, puis ben quand on le chicane, puis qu'on le corrige, puis qu'on donne des coups sur la laisse, puis qu'on l'étrangle, puis qu'on ci, puis qu'on ça, qu'on le zappe, ben, comme veut pas, le chien se sent pas mieux. Il fait juste s'arrêter parce qu'il a peur de nous ou il a peur de se faire zapper. Mais s'il est pas plus heureux dans son petit cœur de chien, et de commencer aussi de parler de... Avant, il fallait que le chien, il se taise, puis il se laisse faire. Et de commencer de parler aussi de l'importance chez les chiens du consentement pour les examens vétérinaires, les ci, les ça, de demander au chien, mais qu'est-ce qu'il voudrait? Est-ce qu'on pourrait pas avoir sa collaboration? De parler aussi des besoins des chiens, comme sentir, mastiquer. Si ton chiot, il gruge tes plaintes de mur, mais plutôt que de le chicaner ou d'avoir une bouteille d'eau avec du vinaigre, faire psh psh, ou de mettre des scènes dans une canette, puis d'y pitcher dessus, ben, donne-y autre chose à gruger, tu vas combler ce besoin-là, il va être plus heureux, tu sais. Le but n'était plus de shutter down le chien et je m'excuse pour l'anglicisme, et on a mis beaucoup d'emphase sur les émotions qui se passaient à l'intérieur du chien pour que les gens comprennent que c'était pas nécessairement correct de faire tout ça. Afin que les gens comprennent qu'il y avait d'autres solutions qui amenaient le même résultat sans nécessairement avoir toutes ces émotions négatives là, qui allaient avec. Et avec ça est venu aussi de l'extrémisme. Comme dans n'importe quoi, des gens ont vu des infographiques, des gens qui ont le cœur sur la main, leur chien, c'est leur bébé, c'est les gens les plus dévoués qui ont vraiment à cœur le bien-être de leur chien, qui lisent des choses, par exemple, comme la promenade appartient aux chiens, faut les laisser sentir parce que sentir, c'est un besoin des chiens, qui pensent qu'ils ne peuvent interrompre aucune activité de reniflage chez leur chien parce que ça va occasionner de la frustration, le chien n'aura pas ce qu'il veut, quand on va l'inciter à nous suivre, il peut être stressé, et donc, on fait vivre des émotions négatives à notre chien et qu'on est une mauvaise maman de chien. Oui, j'ai vraiment déjà fallu que je dise à des étudiantes, ton chien va pas mourir de stress parce que tu l'empêches d'aller sentir à un endroit. Et c'était comme une révélation pour ces gens-là. Et là, je suis pas en train de rire d'eux. Ces gens-là voulaient tellement faire la meilleure chose possible qu'ils s'en étaient venus à prendre tous ces messages-là comme étant voici ce qu'il faut faire. Parce que les messages sur les réseaux sociaux, ça fonctionne quand c'est pas nuancé. Parce que si c'est nuancé, on ouvre la porte à ce que les gens disent, ben c'est pas si pire là si je donne une petite zapette à mon chien ou je donne un petit coup. Donc c'est pas un discours qui est nuancé, mais chez des gens qui sont déjà conscientisés, qui font déjà le mieux qu'elles peuvent, mais ça va encore plus les amener dans un extrême. Et j'ai déjà dit à des gens que justement, c'est pas parce que ton chien va aller voir une personne, si tu sais que ton chien il est réactif, c'est pas parce qu'il veut y aller que tu es obligé de le laisser aller. Parce que tu sais qu'il va réagir. Son bien-être ne sera pas mieux si tu le laisses y aller et qu'il réagit. Et la personne se demandait vraiment, mais est-ce que ça va pas le contrarier de pas pouvoir aller voir la personne? Et la réponse était oui, ça va le contrarier, mais
que le chien aille voir puis qu'il capote parce que il est trop proche. Les chiens, des fois, font pas des fois, ils veulent aller voir parce qu'ils sont curieux. Puis une fois qu'ils sont arrivés, ils sont comme, ah bon sang, la personne est trop proche, j'aime plus ça. Et ils vont se fâcher sans nécessairement penser au fait qu'ils sont capables de reculer. Donc, si le chien réagit, son état émotionnel sera pas mieux que s'il doit vivre avec la contrariété de ne pas pouvoir y aller. Un autre exemple, il y a déjà une intervenante et moi, on s'est obstiné parce qu'elle disait que faire des assirestes à des chiens, c'était pas éthique parce que ça leur entraînait des frustrations qu'on leur demande de ne pas bouger et que c'était pas acceptable. Et moi, je disais, ben oui, mais à un moment donné, il faut aussi qu'ils apprennent à rester assis puis en même temps, en faisant des assirestes, moi, je m'en sers pour entraîner mon rappel parce que je suis capable d'entraîner mon rappel, mes chiens ont plus de liberté. Et elle m'avait répondu, cette personne-là, que qu'elle disait que c'était pas parce que la fin ne justifie pas les moyens. C'était pas parce que ça leur permettait d'avoir une vie avec plus de liberté, d'avoir un bon rappel, que ça justifiait de les astreindre à faire des assirestes et de vivre cette frustration-là. Et je dois dire que même à ce jour, des années plus tard, je ne suis pas plus d'accord. Je trouve que ça tombe dans l'extrémisme. Et surtout, moi, ma clientèle, c'est beaucoup des chiens réactifs. C'est beaucoup des chiens anxieux. C'est surtout des chiens avec beaucoup d'énergie, donc beaucoup d'impulsivité et des chiens avec des difficultés de gestion des émotions. Et je le vois qu'il y a beaucoup de chiens qui ont de la misère à gérer leurs émotions pour plein de raisons. Et non, je ne dis pas que c'est toute la faute du monde qui ne savent pas éduquer leur chien. C'est complètement faux comme discours et c'est excessivement un réducteur et ça fait sentir les gens mal sans les aider, sans leur donner aucune information. Mais une chose qui est importante, que moi, j'essaie beaucoup de faire prendre conscience à ma clientèle, à mes étudiantes et qu'il faut comprendre que mes étudiantes, comme vous, c'est des gens qui sont passionnés, qui feraient quasiment n'importe quoi pour leur chien, c'est leur bébé, ils veulent le mieux, elles veulent tellement le mieux qu'elles en savent plus où est la limite entre qu'est-ce qui est acceptable ou non. Et en gestion des émotions, en anxiété, en réactivité, il va falloir que le chien éventuellement apprenne à gérer des frustrations de la vie. Et ça ici, c'est un travail avec mes propres chiens que j'ai énormément fait qui leur permet en ce moment, ça fait une semaine quasiment, qu'il y a du bedding-bedang sur le toit. Ça rentre, ça sort, il y a du monde, on arrache, on pose, il y a des outils, il y a des affaires qui tombent, il y a des coups de marteau, il y a tout. Et même si les chiens sont tannés, et même si moi et mon conjoint aussi, on est écœurés, là, on en a là, et mon père, puis tout le monde aussi qui travaille quand il fait 5 en plein mois de novembre, sur le toit sont écœurés aussi, ça va quand même bien. Parce que j'ai beaucoup appris à mes chiens à tolérer des petits inconforts de la vie. Et souvent, quand les gens qui ont des chiens qui on a misère avec la gestion des émotions, me demande comment je peux lui apprendre à se gérer quand il voit un autre chien, par exemple, un chien qui est frustré, quand il veut X puis qu'il l'a pas, quand il faut le restreindre pour un rendez-vous chez le vétérinaire, quand il faut X, quand il faut Y. Et là, ici, je parle pas de cas extrêmes, ok? Je parle de cas légers à moyens. Bien entendu, je parle pas d'un chien qui est terrorisé, qui en vient jusqu'à mordre là, pour des restreintes, mais un chien chez qui les visites, par exemple, chez le vétérinaire, ça va pas super bien. Si on veut apprendre, et voici le mot d'ordre, au fond, de cet épisode-ci, et c'est pas la première fois que je le dis, si on veut apprendre à notre chien à tolérer,
à se passer des grandes choses, comme par exemple aller jouer avec un autre chien. Il va falloir lui apprendre à tolérer, à se passer des petites choses avant. Et de là, au fond, tout cet épisode de podcast-ci, parce que mes chiens, ils en ont plein leur casse, des rénaux, puis du beding. Puis oui, j'ai des stratégies pour les aider, comme j'ai augmenté la mastication, on va prendre des pauses à des endroits où il y a moins de bruit, je les aide à se détendre, à se calmer. Oui, j'en ai des trucs, mais à un moment donné aussi, il faut comprendre que ces émotions-là, il va falloir qu'ils les vivent et que je suis pas tout le temps après eux à vouloir que mes chiens soient ben là elle est pas bien dans le sens où Rina elle en a plein son casse. Puis oui, ça y arrive de japper le matin. Puis hein, quand les rénaux, ils recommencent. Puis oui, des fois, tout le monde qui est là ici, qui guette parce qu'il il pense qu'il y a de l'entraînement, fait qu'il se dit, je vais venir pas trop loin. Euh, il voudrait, hein, il est pas content quand c'est un autre chien qui travaille, puis pas lui. Puis là, ils viennent de me rejoindre, puis il s'est liché le museau. Ce qui est un signe de stress. Mais quand le stress il est léger, je vais aussi laisser vivre un peu le stress à mes chiens. Dans le sens où c'est dans une situation qui est contrôlée, où ça ne dégénérera pas. Et là, il y a la différence avec la réactivité. Donc, on a une situation qui est contrôlée. On a une légère frustration, un léger stress, un léger inconfort. Je vais apprendre aussi à mes chiens à passer à travers cette émotion-là sans nécessairement vouloir faire cesser le stress. Et ça ici, c'est important parce que ça va venir apprendre la résilience chez nos animaux. Si à chaque fois, à nouveau, dans des situations contrôlées où ça ne dégénérera pas, aussitôt que notre chien a une frustration, un stress, un inconfort physique ou mental, on se pitch, on se garoche pour l'enlever. Hein? Et tout ça ici vient tellement de bon cœur, d'envie que notre chien ait une vie légère, épanouie, zen. Je comprends d'où ça vient, mais à un moment donné, c'est néfaste. Donc, si à chaque fois que ça arrive, on se pitch pour régler la situation, nos chiens n'apprendront jamais à passer à travers cette émotion-là. Et je le redis, il y a une différence entre une situation non contrôlée où il va y avoir où ça va dégénérer. Comme par exemple en réactivité, je contrôle pas ce que Pierre Jean-Jacques dans la rue fait. Je contrôle pas qu'est-ce qui se passe aux alentours. Je contrôle pas s'il y a pas un gros camion qui va passer. Et surtout, je sais que la réaction de mon chien va dégénérer. C'est pas la même chose que si, par exemple, hein, je nourris mon chien derrière une barrière et j'étire progressivement le temps avant d'aller le chercher. Ou une autre situation que j'adore, hein, quand je rentre à la maison, que, parce que j'ai été faire des courses, parce que j'ai été faire ci, parce que j'ai été faire ça, mes chiens sont séparés, sauf si comme ma sortie est moins de 5 minutes, là, je les sépare pas quand je vais au dépanneur. Mais, mais, si j'ai séparé les chiens, je rentre à la maison, j'ai les courses, il faut que je les mets sur le comptoir, gna, gna. Je vais pas nécessairement aller les chercher tout de suite parce que oui, les chiens vivent une légère frustration lorsque je rentre et qu'ils ne peuvent pas venir me rejoindre puis s'aîner puis dire allô puis gna gna gna. Mais je vais les laisser vivre ce petit moment-là et je vais aller les chercher quand ils vont être calmes pour leur apprendre. Tu peux pas tout le temps avoir qu'est-ce que tu veux, Coco. Bien entendu, il y a à nouveau, il y a des zones grises à ça. Quand mon conjoint puis moi, on s'est ramassés à l'urgence pendant 9 heures, ben, quand on est rentré à la maison, vous pouvez être sûr que la première chose qu'on a faite, c'est de sortir les chiens dehors pour qu'ils aillent faire pipi. Hein?
faut relativiser aussi le type de situation. Si je suis en train d'apprendre à un chien progressivement à étendre le temps avant que j'aille le chercher, je vais pas attendre pendant 1 heure la première fois qu'il se pète la crise du siècle, comme ça dire, ben, j'attends qu'il se calme, le chien, il est en panique. Mais je vais étirer progressivement. Ici, mon chien vit un léger inconfort, mais qui est pas en détresse. Il n'est pas en train de s'envenimer. Mais oui, il va le vivre, mais il va apprendre que ça fait partie de la vie. Même chose pour les assirestes. Même chose pour l'écoute. Hein? Tous mes chiots, lorsqu'ils étaient ados, m'ont fait une scène de ben moi je me tirais pas parce que ça me tente pas. Quand je leur demandais, ils se sont tous rendus compte à un moment ou à un autre de leur vie que quand maman elle demande de quoi, maman va l'avoir. Et à ce moment-là, lorsqu'ils l'ont fait, ils l'ont tous fait ados, tous mes chiots, sans exception. Tumo, quoique Tumo, je n'étais pas encore super bonne en éducation canine. Tumo le fait, Koro le fait, Ellie le fait, Rina le fait, Zeph le fait, Crane le fait, Nine le fait. Ils l'ont tous fait au moins une fois. Et toute la gang, sauf Tumo, parce que comme je l'ai dit, je suis pas super bonne à cette époque-là, ben, je leur ai demandé de s'asseoir, puis ils ont pas voulu, parce qu'en fait, moi, là, je suis un ado indépendant, puis je t'écoute pas. Ça, c'est de l'anthropomorphisme, bien entendu. J'ai évalué la situation. Est-ce qu'il y a une situation stressante qui fait que mon chien, il veut pas? Genre, il y a un truc qui lui fait peur. OK, ça, c'est autre chose. OK, il y a une raison. Mais s'il le fait juste pas parce que ça y tente pas, cette journée-là, il y a eu un wake-up call de la vie de réaliser que maman, elle peut être plate, puis elle a bien de la patience. Fac, hein, j'ai tout attendu en faisant ah, tu veux pas t'asseoir parce que t'es au-dessus de ça, toi? Écoutez à nouveau. Je fais de l'anthropomorphisme, bien entendu. Tester les limites, là, c'est normal, ça fait partie du développement. Mes chiens sont pas des vilains. Pour avoir fait ça, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du développement. OK. Bon, ben, maintenant, Coco d'amour en développement qui teste qu'est-ce qui fonctionne et quel est ton pouvoir sur ton environnement, t'as deux choix. Soit on reste planté ici puis c'est plate, ou soit tu t'assois. La balle est dans ton camp. Moi, je suis bien patiente. Et ils ont tous fini par s'asseoir. Il y a une couple de jours, j'enseignais un cours sur le rappel. On faisait des rappels restreints. J'ai demandé à mes chiens à Tumo, mon vieux pet de 11 ans, là, mon Shiba, à, à s'asseoir. Même scénario, parce que je voulais faire un assis-reste. Il a pas voulu. Pourquoi? Il n'y a rien qui faisait peur. C'est juste que le gazon était mouillé puis il aimait pas ça sur son pet. Ben, j'ai insisté jusqu'à temps qu'il s'assoie. Je l'ai pas battu. J'ai pas fait ah ben mon petit. Je l'ai pas chicané. J'ai redemandé de s'asseoir gentiment jusqu'à temps qu'il le fasse. Après qu'il le fait, je l'ai libéré tout de suite, puis après ça, j'ai demandé un debout reste. Pourquoi? Parce que je veux pas nécessairement me mettre dans une situation conflictuelle avec mon chien, mais en même temps pour continuer à faire mes démonstrations, mais en même temps, je veux que tu me comprennes. Si je te demande de t'asseoir, je veux que tu le fasses. Je comprends que des fois, il y a des inconforts de la vie, genre mettre ton précieux péteux de Shiba dans le gazon mouillé, mais t'en mourras pas. Et ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la résilience. Ça fait partie de comprendre aussi que des fois, il y a des situations plates. Un autre exemple, j'entraîne les restreintes chez mes chiens. OK? J'entraîne mes chiens à se faire retenir parce que chez le vétérinaire, ça va arriver. Fait que j'aime mieux qu'ils l'apprennent avec moi. Puis oui, des fois, ça l'arrive qu'ils ne trippent pas particulièrement. Je m'arrange pour que ce soit le plus positif possible. Mais, et à nouveau, là, c'est pas la même chose qu'un chien qui est agressif, chez qui il faut faire de la rééducation. On parle d'un chien qui est neutre. Ah, ben, j'aime pas trop ça. Pas un chien qui est en détresse, pas un chien qui est agressif, pas un chien qui se pisse dessus en gueulant, là. OK?
On parle d'une situation normale avec un chien normal. Puis là, je suis pas en train de dire qu'un chien qui est en détresse est anormal. Vous comprenez ce que je veux dire? On va pas dans les extrêmes aujourd'hui. Tous mes chiens, il a fallu à un moment donné qu'ils apprennent que des petits inconforts, ça arrive. Et je vais être là pour t'aider. C'est la vie, mais ça fait partie de l'existence. Même chose pour plein d'éléments. Puis, à nouveau, c'est difficile de parler de ça en renforcement positif parce que on veut pas ouvrir la porte à des exagérations, hein? On veut pas ouvrir la porte à faire du monde qui vont dire, ben, c'est pas grave si mon chien il est en détresse dans sa cabane, par exemple, il va apprendre à se gérer. Non, non, là, le chien, il va pas bien. Mais ce qui manque, c'est une certaine nuance entre être vraiment pas bien et avoir un léger inconfort, une légère frustration et un peu comme, ben, c'est la vie. Euh, c'est cette nuance-là qui est importante. Et c'est cette nuance-là qui s'est perdue. Parce que justement, en renforcement positif, on veut que nos chiens aient des vies enrichies, on veut que nos chiens aillent bien, on veut essayer d'éviter les stress inutiles chez nos animaux. Mais des fois, pour leur donner des outils, pour être capable de gérer les stress de la vie comme les rénaux, les visites chez le vétérinaire, de devoir faire certaines choses à des moments où ça leur plaît peut-être pas. Comme, par exemple, quand des fois on va chez le vétérinaire, ben, il y a d'autres chiens dans la salle d'attente. Puis des fois, c'est plate, mais il faut que tu restes avec moi. Puis il faut que tu apprennes, même si tu vas pas super bien dans cet environnement-là, même si je vais tout faire ce qui est en mon pouvoir pour limiter cette situation-là en allant chercher mon chien juste quand la salle elle est prête, hein, en allant porter mon chien dans la voiture avant d'aller payer. Je vais tout faire ce que je suis capable pour limiter cette situation-là. Mais à un moment donné, il va falloir passer pareil. Donc, mes chiens savent qu'il y a des situations où on n'a pas le choix. Et quand on a été chez le vétérinaire avec Rin, j'avais une main, ça laisse aller, elle était courte. Il n'y avait pas de regardage des autres chiens. Et on a fait exactement ce qu'on avait à faire. On a été direct sur la balance. Tu t'assois, tu attends, on pèse ton poids. Après ça, on s'en va direct dans la salle d'examen. Tu vas te sentir beaucoup mieux si tu tolères que tes options soient limitées à ce moment-là et que tu fasses ce que je te demande, c'est-à-dire suivre et te laisser peser, que si ma chienne commence à s'aîner, tout ce qui se passe dans la salle d'attente, avec du monde qui gère pas leur chien, avec des chiens qui jappent, avec des chiens qui sont en détresse, avec des chats qui feulent, avec des ci, avec des ça. Et j'irais jusqu'à dire que c'est notre rôle en renforcement positif de bonne maman, hein? Notre mission, c'est d'équiper nos chiens pour qu'ils soient capables de vivre la meilleure vie qu'on peut, OK? Et d'apprendre à tolérer ces petites émotions, des émotions négatives, ça fait partie des outils qu'on doit leur donner. Et c'est pour ça que si mon chien vit dans une situation contrôlée, une émotion qui est négative, mais ça va pas dégénérer, à nouveau, c'est contrôlé. Je vais laisser mon chien vivre son émotion parce que c'est mon rôle de l'outiller à faire ça. Et je ne vais pas nécessairement me garrocher pour régler tous les problèmes parce que il va falloir que mon chien apprenne aussi à gérer ça. Un autre exemple, c'est le manque de switch-off. Les chiens qui s'ennuient. Il y a beaucoup de gens qui ont des chiens qui s'ennuient et quand le chien va s'ennuyer, il va développer des comportements de demande d'attention qui sont pas bons, qui sont désagréables et comme par exemple aboyer, essayer de détruire les choses et où le chien va s'ennuyer et aller voir sa maman puis faire des petits yeux tristes. Et regardez là, j'ai des border collies.
OK? C'est une des races les plus actives sur la planète, si ce n'est pas la plus active sur la planète. Ces chiens sont faits pour travailler. J'ai quelque chose à faire, mais ils sont prêts. OK? Je ne trouverai jamais le bout de leur énergie parce que plus un border est fatigué mentalement, plus il tombe dans des patterns de chercher de la stimulation. Pourquoi? Parce que quand les bergers avaient de la job à faire finir, il fallait que le chien soit qui soit capable de l'aider avec ça. Donc, j'arriverai jamais au bout. Ce qui fait que mes chiens ont aussi dû apprendre à s'emmerder à un moment donné dans leur vie. Hein? Lorsqu'ils étaient jeunes, ils ont tous essayé, justement, quand ils commençaient à s'endormir, quand c'était plat, quand il n'y avait pas de stimulation, à voir comment est-ce qu'ils peuvent rechercher cette stimulation-là pour empêcher justement leur cerveau de s'éteindre et de s'apaiser puis faire dodo. Donc, en faisant des comportements de recherche d'attention. Et il a fallu que je leur enseigne que s'emmerder, ça fait partie de la vie. Donc, il a fallu que je tolère que mes chiens s'ennuient et de les voir s'ennuyer et d'empêcher aussi des comportements comme détruire les murs puis commencer à faire des niaiseries parce que ça fait partie de mon rôle de les outiller avec ça. Il a fallu que mes chiens apprennent à s'ennuyer, puis que quand on s'ennuie, la meilleure chose à faire, c'est de se trouver un petit coin confortable et d'aller faire dodo. C'est tout. Si à chaque fois que votre chien s'ennuie, vous lui donnez quelque chose à faire, à moins que vous ayez un chien anxieux, vous n'êtes pas en train de lui apprendre à s'apaiser par lui-même. Je vais refaire mon bémol avec un chien anxieux, c'est différent parce qu'un chien anxieux qui s'ennuie peut commencer à chercher des bébites. Puis quand on cherche des bébites, on en trouve. Donc malheureusement, on est comme pogné dans un espèce de situation où il faut qu'on choisisse entre deux mâles. Soit je l'occupe, puis oui, c'est pas bon pour la switch off jusqu'à temps qu'il crash puis qu'il s'endorme par lui-même. Mais j'ai pas de crise d'anxiété, puis je suis en train de défaire le pattern de chercher des bébites. À la place, il va venir me voir pour que je le désennuie. Puis à partir de ça, là, je peux jongler pour essayer d'apprendre à s'ennuyer un petit peu puis faire capturer quand mon chien par lui-même va avoir des comportements de calme. Ça, c'est des longs protocoles à long terme. Avec un chien normal, on n'a pas nécessairement, à un moment donné, j'ai déjà eu une cliente avec un Akita Inu. Puis à l'adolescence, il y avait quoi, un an et demi, le chien faisait de la surstimulation parce qu'à chaque fois qu'il s'ennuyait, il allait voir sa maîtresse, puis elle lui donnait quelque chose à faire. Puis à un moment donné, il a fallu que je dise à ma cliente, là, il va falloir que tu arrêtes. Il va falloir que ton chien apprenne à s'emmerder puis à aller faire dodo. Puis si il se plante devant la porte pour japper, ben, tu le rappelles, tu bloques la porte, tu retourneras pas là. Si tu t'ennuies, va ailleurs, va te coucher, fais dodo. Hein? Il y a une belle vie, là. On avait tout vérifié avant. Les besoins, en fait, énergétiques sont comblés. Il y avait une belle vie. C'était juste un ado qui cherchait de la stimulation. Et à un moment donné, on peut pas donner, à nouveau, c'était pas un chien anxieux. On peut pas donner 45 minutes, 45 pesos par jour. T'as des babelles pour ruger. T'as des choses dans la maison pour t'occuper. Hein? Mais à un moment donné, moi, je vais pas toujours te donner une activité nouvelle à chaque fois que tu t'ennuies parce que on n'entraîne pas la détente en faisant ça. À nouveau, bémol pour les chiens anxieux, c'est différent. Apprendre à nos chiens que certaines émotions négatives, je parle pas de détresse, je parle pas de grosses réactions en anxiété, je parle pas de frustration dans le tapis débile que je parle de petites émotions négatives. Il va falloir, ça fait partie de la vie. Et c'est notre rôle en tant que maîtresse d'apprendre à nos chiens à passer à travers. Timo a 11 ans, il est en train d'apprendre la patience. Ça a été difficile. Pas là pendant les rénaux. Là, j'ai slacké. Hein, ça fait des mois que je travaille sur la patience avec lui. Là, avec les rénovations, parce qu'il y a le stress, le boum boum, le ci, le ça, on ne travaille plus la patience. Mais oui, hein, Timo, c'est pas nécessairement un chien qui a appris à être patient. C'est un chien qui a appris quand je veux quelque chose, faut que je le demande plusieurs fois parce que ça fonctionnait bien avec mon conjoint de cette façon-là. Moi, ça me tape ses nerfs. Fait que j'ai décidé que le chien allait apprendre à être beaucoup plus patient.
Et donc, oui, Timo, il y a eu des petites émotions négatives, mais progressivement, son élastique a grandi aussi. Et ses comportements anxieux ont énormément diminué aussi. Hein? Il écoute beaucoup plus, ce qui permet de vivre une vie plus enrichie parce que je le promène en liberté. Il y a beaucoup plus d'activités. Il y a ses sœurs, il est content d'être avec ses sœurs, il veut avoir de la compagnie, mais en même temps, ça veut dire aussi accepter que ben, ses sœurs ont des besoins, ont des priorités, puis tu seras pas toujours en haut de la liste. Tout ça ici, c'est un équilibre. Mais au total, puis aussi, une autre des choses que je fais, je vais pas promener à heure fixe, je vais pas entraîner à heure fixe, je nourris pas à heure fixe. Ce qui fait que les chiens doivent apprendre à prendre leur mal en patience. Et ça aussi, ça fait partie de la résilience. Euh, donc, donc, tout ça ici, c'est important. J'avais déjà même vu à un moment donné là aussi chez des extrémistes en VR+, qui disaient qu'on devrait jamais entraîner un chien sauf en contra freeloading. Ça ici, ça veut dire que le chien doit avoir un bol de bouffe plein de disponible et nous, on doit être là. Hein, avec de la nourriture prête à entraîner le chien. Il faut que ce soit la décision du chien d'abandonner le bol de nourriture plein pour choisir de se faire entraîner. Hey, wow là! Comme ça, moi, je trouve que c'est extrême. Si vous avez un argument en faveur de ça, je suis tout à fait prête à l'écouter, je suis curieuse, allez-y. C'est ça, c'est pas tout le monde qui est bon en entraînement. Oui, l'entraînement peut générer du stress chez les chiens, un petit stress, mais tout stress n'est pas nécessairement mauvais. Et moi, je me considère quand même étant une personne qui est bonne en entraînement. Je vois que mes chiens sont heureux d'être en entraînement. Je veux dire, tout le monde, il arrête pas de enseigner la porte depuis tout à l'heure parce que j'ai ma voix de caméra. Et quand j'ai ma voix de caméra, il dit, bon sang, il y a peut-être de l'entraînement. Puis de lui-même, il veut venir. Donc, j'estime que mes chiens ont quand même une association très positive au fait de se faire entraîner. Comme Sarah dit, des fois, se questionner sur qu'est-ce qui se passe, pas trop comprendre et trouver la solution. C'est un stress qui est normal. Bien entendu, on veut toujours, en tant qu'entraîneuse, essayer d'affiner nos techniques, mais ça fait partie aussi de montrer à notre chien, regarde, t'es capable de trouver la réponse. Ensemble, on va y arriver. Et ça fait partie de tout ce processus-là où toute émotion négative n'est pas nécessairement quelque chose à éviter. Notre chien doit apprendre à fonctionner en société, c'est-à-dire dans nos maisons, dehors, pour ses besoins. Et vivre en société, ça veut dire que des fois, tout fonctionnera pas comme nous, on voudrait. Mais un chien est une créature sociale. L'être humain est une créature sociale. Ce qui fait que en tant qu'individu, qui est une créature sociale dans les deux cas, on sait que les interactions, si hein, des fois on peut vouloir des choses différentes, et il va falloir faire un compromis. Hein? Observer un groupe de chiens ensemble, ça fonctionne pas toujours comme tout le monde veut. Donc, votre chien est déjà équipé pour gérer un peu ces contrariétés-là qui viennent du fait de vivre en société. C'est un animal social. Ensuite, nous, notre rôle en tant que sa maman, c'est de lui donner les outils pour que la vie en société ne soit pas un choc. Et ça veut dire aussi lui apprendre à gérer les petites émotions négatives, les petites frustrations, les petits inconforts, les petits ci, les petits ça, qui viennent avec le fait que, ben, ils vivent dans la maison, puis ils vivent des fois on est dehors, puis des fois il y a des ci, puis des fois il y a des situations, et oui, c'est la vie. Et à nouveau, si on donne pas les outils à nos chiens pour ça, le moindre changement de routine va être hyper anxiogène pour eux. Rina est pas stressée présentement, là. Elle a les deux pattes arrière tout écarquillées, hein, parce qu'elle est en train de se faire guidouner pendant que je vous parle. Là, ça, c'est les restants de quelqu'un qui dormait dans cette pièce-ci. Mais
Pourquoi est-ce que malgré le stress du boum boum, le beding bedang de Renault, puis le monde à la messe, puis ça rentre, ça sort comme dans un moulin, elle est capable d'être quand même zen. Et surtout, les fois où c'est trop pour elle, comme par exemple le matin ou en soirée, parce qu'elle commence à être fatiguée le matin parce qu'on commence, et qu'elle a un moment émotif, elle est capable de revenir. Hein? Elle est capable, même si, whoop, là, c'est vraiment trop pour elle, elle est capable de revenir parce que j'ai entraîné la résilience. Chez tous mes chiens, à leur rythme, le rythme de Rina n'était pas le rythme de Ellie. Et le rythme de Nine était le rythme de Nine. Et le rythme de Zeph était Zeph, c'est le chien le plus chill sur la planète. Lui, il n'y en a pas de problème. Chaque chien est unique. Mais avec chaque chien, peu importe d'où est-ce qu'il part, on peut. La définition de petite émotion négative, c'est selon le chien. Quand Rina était bébé, elle avait aucun tampon entre le monde extérieur et ses émotions. Et j'ai travaillé à son rythme. Hein? Je l'ai protégé, mais je ne l'ai pas surprotégé. J'ai travaillé sa résilience. J'ai travaillé sa capacité à, ben oui, des fois, il y a des affaires plates qui arrivent. En essayant de dépasser le moins possible son seuil. Et quand ça arrivait, je me désorganisais pas, je l'aidais à redescendre, je me prenais des notes dans ma tête, j'essayais de faire mieux la prochaine fois pour qu'elle apprenne aussi que, hey, si jamais tu dépasses un certain niveau, maman, elle est là pour t'aider, là. Je te laisse pas tout seul en train de péter ta coche. Et aujourd'hui, on a un chien ben zen, hein, les quatre fers en l'air, qui est tranquille. Parce que je l'ai travaillé avec elle. À nouveau, je l'ai protégée, mais je ne l'ai pas surprotégée. J'ai donné les outils. J'ai évité le plus possible les émotions négatives qui étaient trop pour elle. Mais je ne l'ai pas empêchée de vivre les émotions négatives qu'elle était capable de gérer. J'ai donné des outils et je l'ai entraînée en fonction. J'ai utilisé aussi de l'entraînement pour la préparer, pour les restreintes, pour les frustrations, pour l'autocontrôle, pour tout ça. J'ai appris que m'écouter, c'était pas optionnel, mais je vais jamais lui demander quelque chose qui était en dehors de ses capacités. J'ai jamais non plus hésité à changer ce que je faisais parce que ma chienne me communiquait que c'était trop pour elle. Et donc, je pense que c'est important. Je pense que c'est vital lorsqu'on parle de gestion des émotions, de parler de la différence, de la nuance entre une grosse émotion négative, une moyenne émotion négative dans un contexte où ça peut dégénérer et on ne contrôle pas, une petite émotion négative dans un contexte à nouveau qui est pas sécuritaire et une petite émotion négative dans un contexte qui l'est. L'approche ne sera pas la même. En renforcement positif, notre rôle n'est pas d'éviter toute forme d'émotions négatives chez nos chiens. Notre rôle, c'est de les protéger et de les équiper et les outiller pour la vraie vie selon leurs capacités et où ils en sont rendus. C'est ça ici. On ne pourra pas jamais, vous aurez beau vous décarcasser, vous aurez beau vous plier en 4, en 8, en 16, en 144, si je me souviens bien, à essayer de faire que votre chien ait une vie qui est la zénitude, la béatitude, la joie incarnée, on ne pourra jamais bannir toute forme d'émotion négative et de contrariété chez nos chiens. C'est impossible. Vous allez vous rendre folle à faire ça. Ne le faites pas. Donc ça ici, c'est une utopie. Une utopie, c'est bon de se poser ces questions-là. Comment je pourrais? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des choses que je peux changer? Donc ça ici, c'est une première chose. Mais sachant que c'est impossible, hein, parce que c'est une utopie, c'est un vœu pieux. Comment je peux faire le mieux
pour outiller mon chien, qui est mon bébé, pour la vraie vie. En ayant cet objectif utopique-là de manière réaliste dans le fond de ma tête, en me remettant en question, mais en étant consciente aussi du fait que il y a des choses qui vont arriver. Des fois, il va falloir aller chez le vétérinaire. Des fois, il y a des étrangers qui vont venir à la maison. Des fois, il y a des rénaux. Des fois, il y a du monde qui vont être des pas corrects. Comme, par exemple, Rina, quand elle était bébé, elle faisait énormément de protection des ressources. J'ai appris à se faire enlever des choses sans cérémonie parce que je savais qu'un jour, il y avait quelqu'un qui allait le faire. Et d'ailleurs, un des membres de ma famille rapprochée, à un moment donné, Rina, elle avait un petit sac de chips, là, tu sais, un petit sac de chips d'Halloween vide, elle était en train de lâcher copieusement l'intérieur. La personne a fait « Oh non, 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 c'est pas bon! » Elle a enlevé. Et là, mon cœur est tellement heureux, mon chum a fait non, 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 faut pas faire ça, faut que tu y amènes une croquette. J'étais comme, yes, 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 yes. Mais j'ai préparé Rina pour ce type de scénario-là. Est-ce qu'elle aimait quand on pratiquait que j'y enlève des choses de manière avec moins de cérémonie? Non, ça lui crée un petit stress. Mais je l'ai préparé à la vraie vie. Ce qui fait que quand son mononcle, c'est tout des mononcles, il a enlevé le sac, elle a fait, oh, ok, je connais ça. J'ai donné des outils. Je le répète, notre rôle n'est pas de faire de la vie de notre chien exempte d'émotions négatives en renforcement positif. Notre rôle est de faire tout ce qu'on est capable, dans nos limites, bien entendu, pour que, pour éviter les émotions négatives inutiles, comprendre les besoins de nos chiens, fournir des vies enrichies à nos chiens et les outiller pour les réalités de la vraie vie qui comprennent des fois des situations qui vont entraîner un petit niveau de frustration, un petit niveau d'inconfort physique ou mental, un petit niveau de peur gérable, et des fois aussi la réalité qu'il faut écouter parce que ça pourrait sauver la vie de votre chien un jour. Donc, on se laisse là-dessus. Merci à tout le monde. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Promener son chien réactif. Parlant d'inconfort, tout ça, tout ça, tout ça, je suis pas mal sûre que je vais partir une séance de cours en groupe sur la coupe de griffes. Dites-moi si ça vous intéresse. Idéalement aussi, la semaine prochaine, pour notre épisode, les rénaux vont être finis. Croisez-vous les doigts pour moi! Donc, on se revoit. Merci d'avoir été là. C'était Eve, votre prof préférée en réactivité, gestion des émotions, chien à haute énergie, tout ce que vous voulez.